crises et tensions internationales nous démontrent que le monde est fragile et vulnérable. Mais un monde sans camions, sans livraison, est-il imaginable, réaliste? Les périodes récentes nous ont prouvé que pour exister, pour évoluer, une société a besoin de transport et de mobilité. Là où la vie bouge, il y a toujours un camion, envers et contre tout. Les énergies changent les habitudes et les modes de transport au quotidien. Elles rebattent les cartes du monde de tout un secteur. Elles imposent de nouvelles livraisons, une nouvelle organisation et de nouveaux critères de travail. Dernière énergie arrivée, l'hydrogène. D'un côté, elle pose des questions et de l'autre, elle attise les convoitises. L'hydrogène a des particularités uniques. C'est un vecteur énergétique qui est à la fois très dense en termes calorifiques, 2 à 3 fois plus dense que les énergies fossiles, et qui est également propre, puisque sans émission de CO2, de gaz à effet de serre. Donc c'est le vecteur énergétique idéal pour la mobilité zéro émission de demain. Les énergies ont besoin d'être produites, transportées et distribuées. Mais les infrastructures sont encore peu nombreuses. Qu'elles soient électriques, biocarburants, gaz, les énergies doivent être pensées dans leur environnement. The transition of heavy transport to electric has reached a decisive moment. We, and I do not mean only the truck makers, but also our customers and all parts of the transport ecosystem, now need fast and bold decisions. We are ready, technology is ready, we have made the investments, but the enabling conditions for a fast transitions are not yet in place. Le monde est devenu mobilité, le commerce aussi. Les professionnels vont à la rencontre des consommateurs. Des véhicules adaptés ont dû être pensés. Le commerce mobile joue aussi un rôle crucial dans le désenclavement des territoires. Le transport a dû se recomposer. Il doit se doter d'outils et de logiciels plus performants. L'intelligence artificielle arrive comme une aide au transport. Le transport a toujours vécu dans un cadre réglementaire. La transition énergétique et l'évolution des modes de consommation imposent cependant de nouvelles règles plus nombreuses et plus rigoureuses, tant au plan national qu'européen. Un autre monde évolue sans cesse. Un lieu dédié au transport qui s'adapte à la mutation de toute une filière, Solutrans. On augmente d'édition en édition le nombre d'exposants, bien sûr, mais la variété aussi des exposants, la nomenclature. Et ça, c'est important. On s'aperçoit finalement que l'ensemble de la filière est présent maintenant à Solutrans, quels que soient, j'allais dire, les domaines. Je dis toujours qu'au niveau de Solutrans, le terme de salon n'est peut-être plus approprié aujourd'hui. C'est une sorte de laboratoire de recherche où on essaye justement de faire comprendre à l'ensemble des exposants et des visiteurs ce que sera l'avenir de la filière. Solutrans, carrefour mondial du véhicule industriel et urbain. Bonjour à tous. Alors l'Europe, c'est l'un des thèmes forts de cette édition 2026. L'Europe qui peut se targuer de posséder une institution unique au monde où se croisent débats, visions et ambitions autour des sujets aussi essentiels que l'économie, l'énergie, les infrastructures, mais aussi le transport. C'est de ces échanges constants que naissent les réglementations et les lois qui façonnent notre quotidien, également au sein des entreprises. À charge ensuite pour les États membres de les transposer pour que l'idée européenne devienne réalité concrète sur les routes. Et ainsi, depuis près de 70 ans, depuis le traité de Rome, la Commission européenne trace les grandes lignes du transport aujourd'hui, économique, social et technologique. Et au fil des décennies, elle a redessiné donc un paysage en perpétuelle évolution du secteur, vous le connaissez, du paquet mobilité à l'Eurovignette, des poids et dimensions aux nouvelles règles sur la transition énergétique. Bref, le dialogue entre Bruxelles et les acteurs du transport existe, il est vivant, mais il doit encore s'intensifier. Car une question demeure, comment penser le transport de demain, plus vert, plus connecté, plus juste ou encore plus accessible? C'est donc à ces interrogations que nous tenterons d'aborder et d'apporter les réponses au cours de cette plénière organisée par la FFC, une occasion plus que jamais de remettre l'Europe donc en mouvement et de rassembler tous les acteurs de la filière.
Nous aurons donc différents invités durant ces 1h30 de plénière, donc sous la présidence de Patrick Cholton, président de Solutrans. Et pour débuter, pour ouvrir, on va dire, les festivités, je vous propose d'accueillir Luc Châtel, président de la PFA. Cher Patrick, je voudrais saluer l'ensemble des invités, monsieur le vice-président de la métropole et l'ensemble des participants à ce magnifique salon. Cher Patrick, ce que tu nous montres aujourd'hui est un exemple, ça remonte le moral. Et dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, particulièrement en France, ça fait du bien, c'est un concentré d'énergie positive. Donc, bravo pour cette organisation. Vous savez, vous parlez de l'Europe, et c'est l'objet de la table ronde. Nous vivons une époque formidable, puisque finalement l'Europe nous demande de fabriquer des voitures que nos consommateurs n'achètent pas, et la France taxe les rares voitures que nous arrivons à vendre. Voilà. C'est un peu le résumé de la situation d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons besoin de l'Europe. Et l'Europe, je rappelle, a inventé l'automobile au sens large. L'Europe a été pendant un siècle leader numéro 1 de la production de véhicules à moteur thermique. En France, nous produisons les meilleurs moteurs diesel de petite cylindrée. Donc, nous avons contribué collectivement à cette industrie fondamentale aux yeux des consommateurs, des citoyens. 86% des Français ont besoin d'une automobile tous les jours pour se déplacer. Donc on ne parle pas d'un petit sujet, on parle du plus grand instrument de liberté du XXe siècle. Alors bien sûr, nous avons un virage. Tout à l'heure, je lançais le tour de la formation de la filière automobile face à des lycéens, à des collégiens, et je leur posais cette question. Quel est le plus grand défi de l'humanité que vous aurez aujourd'hui à relever? Il y en a un qui a répondu. Ce défi, c'est celui du changement climatique. Et je leur ai dit, si vous avez envie de relever ce défi, c'est chez nous que ça se passe. Venez, engagez-vous dans les métiers de l'industrie automobile au sens large, véhicules particuliers, véhicules utilitaires, véhicules industriels. Et si vous voulez, l'industrie automobile européenne, elle est tout à fait consciente de l'effort qu'elle doit faire. Les transports, c'est 1/3 des émissions à essayer de faire. 50% transport, 50% véhicules particuliers. Donc collectivement, nous devons relever ce défi. On n'a pas attendu les réglementations européennes pour le faire. Mais il faut imaginer que, tout à l'heure, je parlais avec un constructeur de camions, il disait que aujourd'hui, il consomme 20 litres au 100. 20 litres, c'est la moitié de ce qui est consommé il y a 25 ans. La moitié. Dans les véhicules particuliers, on émet aujourd'hui 2 fois moins de CO2 qu'il y a 20 ans. 10 fois moins de particules. 3 fois moins d'oxyde d'azote. Il y a des efforts considérables qui ont été réalisés. Donc, nous ne remettons absolument pas en cause l'objectif de se dire nous sommes essentiels dans la réduction des émissions de CO2. Ce dont nous voulons discuter, c'est de la méthode, c'est du chemin. Et nous pensons, ce matin je n'ai entendu que cela, c'est ce que nous partageons entre véhicules particuliers et véhicules industriels. Nous pensons que pour y arriver, il faut laisser l'émulation s'installer. Il faut laisser travailler les ingénieurs. Et il faut que l'ensemble des technologies disponibles permettent de réduire ces émissions de CO2. Et donc, s'enfermer dans une technologie unique, c'est absurde. Non seulement ça nous met pieds et poings liés vis-à-vis des Chinois qui ont 20 ans d'avance sur nous, mais en plus, ça détruit une filière industrielle leader au niveau international. Donc,
nous nous inscrivons dans la clause de revoyure qui est aujourd'hui en discussion à la Commission européenne et nous proposons de rouvrir ce débat de la diversité technologique, ce qu'on appelle la neutralité technologique. Oui, pour des objectifs qui soient ambitieux en matière de réduction. Oui, pour tenir le zéro carbone tel que les objectifs ont été fixés. Mais laissez les ingénieurs travailler, laissez-leur faire leur boulot et faisons émerger des technologies diverses comme celles qu'on voit sur Solutrans. Je pense à l'e-fuel, je pense à l'hybride, je pense à l'hydrogène, je pense à cette multitude de technologies. Voilà. Et donc la position que nous portons aujourd'hui au niveau européen, finalement c'est le même sujet, encore une fois, sur VUL, VP, véhicules industriels. Elle repose sur 3 piliers. 1, la flexibilité. Rouvrons ce débat et laissons faire l'émulation. 2, la souveraineté. Si nous ne prenons pas garde, nous allons perdre notre souveraineté. C'est un peu paradoxal quand on entend tous les grands discours sur la souveraineté européenne, de se dire on choisit une technologie dont on ne maîtrise pas toute la chaîne de valeur, il va falloir reconstituer et on va se retrouver dépendant de nombreux pays à travers le monde. Donc on a besoin de souveraineté. On a besoin dans la souveraineté de se protéger non pas par des droits de douane, mais parce qu'on fait des grands blocs à travers le monde, que ce soit les États-Unis, l'Inde ou la Chine, c'est-à-dire des clauses de contenu local. Quand les Chinois nous ont demandé il y a 20 ans, je dis nous, aux constructeurs européens, de leur apprendre à faire des voitures, eh bien, ils nous ont dit, nous vous ouvrons notre marché, mais en contrepartie, vous mettez en place des joint ventures, des transferts de technologie, des clauses de contenu local. Eh bien, nous demandons simplement que la réciprocité de cela. Et les Chinois adhèrent à ce discours. Et enfin, dernier élément, je termine. Nous avons besoin, dans toute la filière, et ce matin, je n'ai vu que ça, de l'innovation, nous avons besoin de compétitivité. L'Europe n'est plus compétitive. Pas compétitive par rapport à la Chine, pas compétitive par rapport aux États-Unis. Si je rajoute que la France, au sein de l'Union européenne, est encore moins compétitive, on avance avec des sacs de plomb sur les épaules. Donc, nous avons besoin, et là je ne fais reprendre Mario Draghi, qui a pondu un rapport remarquable il y a 1 an sur l'avenir de l'industrie européenne, sur la compétitivité, nous avons besoin d'une vraie vision industrielle, d'une vraie vision politique qui soit portée au niveau européen. C'est comme cela que nous arriverons à résoudre ce plus grand défi qui nous est posé, le changement climatique. J'aurais juste une dernière question. Vous avez été ministre, l'industrie ne vous est pas étrangère. Est-ce que on parle beaucoup, on va parler d'Europe cet après-midi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de soutien des pouvoirs publics français pour l'industrie du véhicule industriel? On est ici sur une terre historiquement où on produit, on crée des camions, des utilitaires. Alors, le gouvernement français a beaucoup aidé la filière industrielle, en particulier la filière automobile, depuis le Covid et ces dernières années, sur plusieurs sujets. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que, comme ces autres homologues européens, il écoute des industriels. En France, nous avons pris une position commune. C'est exceptionnel. Vous connaissez la filière automobile, la filière véhicule industriel. C'est rare qu'on soit capable de prendre une position unique, où on aligne les constructeurs, les équipementiers, les fournisseurs, et qu'on se mette d'accord sur une position commune. Nous l'avons fait. Donc, ce que nous disons au pouvoir public, c'est entendez votre industrie, parce que nous sommes d'accord entre nous, et nous sommes d'accord avec les Espagnols, nous sommes d'accord avec les Allemands, nous sommes d'accord avec les Italiens. Donc, il faut que dans les semaines qui viennent, le pouvoir public européen, et pour avoir parlé avec le commissaire européen il y a quelques jours, je suis confiant en la matière, il faut que ces pouvoirs publics européens et nationaux entendent leurs industries. Parce que si on écoute son industrie, on écoute le consommateur final. On écoute le citoyen. Et c'est ça qui est essentiel. Ne raisonnons pas, ne réglementons pas en chambre. On a besoin de l'Europe, on a besoin de sa vision stratégique, on n'a pas besoin d'une surréglementation. Il y a 100 réglementations nouvelles dans l'automobile qui sont actuellement en préparation d'ici 2030. Vous avez un quart des ingénieurs de Renault et de Stellantis qui ne font que préparer ces réglementations.
alors qu'ils devraient être occupés, préparer les nouveaux modes technologiques de propulsion. Donc, remettons les choses dans l'ordre, dans la bonne direction. Merci beaucoup, Monsieur Châtel. Et pour ouvrir ce débat justement sur l'Europe et l'Union européenne, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette édition 2025 de Solutrans Jean-Louis Colson, chef d'unité chargé du transport routier justement à la Direction générale de la mobilité des transports, DG Move, de la Commission européenne. Monsieur Colson, je vous propose de venir me rejoindre. Jean-Louis Colson, bonjour, merci. Merci à vous, merci de l'invitation. Alors je le disais, la Commission européenne est aujourd'hui une grande institution reconnue mondialement, je pense que tout le monde est d'accord. Quelle est la place du transport et du transport routier en son sein, donc au sein de la Commission européenne? Est-ce que vraiment elle a sa place? Enfin en tout cas le transport routier a sa place. Le transport routier a toute sa place. Le transport routier a toute sa place. Il y a toujours cette idée qui est là, qu'il faut un transfert du routier vers le rail. Le micro, un peu plus près le micro, voilà. Cette idée, elle existe toujours. Mais je crois que depuis maintenant plusieurs années, on estime très clairement que le transport routier est absolument nécessaire. Qu'il est absolument nécessaire et que sa place restera dans les années qui viennent absolument fondamentale. Alors on parlait justement de nombreuses décisions majeures qui sont donc décidées au sein de, en tout cas à Bruxelles, que ce soit en tout cas pour le transport routier sur le social, la taxation ou l'économie qui sont prises au sein de la Commission. Ce sont quoi, l'aboutissement de longues discussions de plusieurs mois, voire même plusieurs années, on l'a vu notamment pour le paquet mobilité. Absolument. Au sein de l'Union européenne, il n'y a pas un seul texte qui ne fasse pas l'objet de longues consultations, trop longues peut-être, avant la proposition. Et ça, je ne pense pas que ce soit nécessairement trop long. Ce qui est parfois extrêmement long, ce sont les discussions interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil. Et le Conseil, représentation des États membres, parfois prend extrêmement longtemps avant qu'une décision ne soit adoptée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le secteur attend beaucoup ici à Solutrans des nouvelles de la révision de la directive poids et dimension. Avez-vous de bonnes nouvelles à annoncer? Écoutez, oui. Je crois que la probabilité qu'il y ait ce que l'on appelle une approche générale, c'est-à-dire une première lecture du Conseil, après un examen qui a duré plus de 3 ans, cette probabilité en fin de présidence danoise, c'est-à-dire maintenant, dans le mois qui vient, est élevée. On ne peut jamais garantir à 100% quelque chose, mais la probabilité d'une première lecture par le Conseil est grande. Début décembre, c'est ça? Début décembre. Et cela permettra à ce moment-là le début des discussions interinstitutionnelles avec le Parlement européen, puisque le Parlement européen, lui, a déjà adopté sa première lecture depuis plus d'1 an et demi. Alors, autre réglementation également importante pour le secteur, c'est l'Eurovignette. Donc, un accord a été trouvé avec la prolongation de la dérogation accordant le péage gratuit aux véhicules électriques et hydrogène. Et chose importante, et c'est peut-être aussi un problème, les États membres ne sont pas obligés de l'appliquer, c'est ça, cette transposition en tout cas. Non, c'est facultatif. C'est facultatif. Pour l'instant, seuls 2 États membres l'ont mis pleinement en œuvre, c'est-à-dire ont accordé une exonération complète, c'est l'Allemagne et la Belgique. On va essayer au niveau de la Commission de le promouvoir, c'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte, maintenant qu'il y a une adoption qui est là, de faire en sorte comment dirais-je, suggérer aux différents gouvernements de le mettre en œuvre dans toute la mesure du possible. Vous ne pouvez pas les obliger en tout cas, vous ne pouvez pas obliger les États membres. On ne peut pas les obliger, c'est quelque chose qui est facultatif. Et bien sûr, dans des pays avec concession, c'est d'autant plus difficile, puisque c'est le concessionnaire qui a le dernier mot. Alors, je le disais, ça concerne uniquement les poids lourds électriques et hydrogène. Est-ce qu'on n'a pas, en tout cas Bruxelles n'a pas tendance à négliger certains, oublier certains, on va dire, certaines autres énergies, comme les biocarburants? La position de la Commission est assez claire sur ce point. Je sais qu'elle n'est pas toujours partagée par le secteur, mais je pense que sur le plan économique, elle est logique.
Les nouveaux carburants comme ceux que vous signalez sont produits quantitativement de manière beaucoup trop limitée pour qu'on ne les réserve pas de fait aux secteurs qui n'ont pas d'autre alternative que les utiliser. Pourtant, dans les immatriculations, on le voit en France comme dans les autres pays, il y a de nombreux camions qui roulent au biocarburant. Oui, mais le secteur routier a la possibilité de rouler à l'électricité. Ce n'est pas le cas de l'avion, ce n'est pas le cas du bateau. Et donc, il nous semble très important de conserver, de garder ce type de carburant pour des modes qui n'ont pas d'alternative. C'est le sens du plan qui vient d'être adopté par la Commission. Alors il y a d'autres décisions qui ont été prises comme le report d'un an de l'ETS2, on aura l'occasion d'y revenir notamment avec les fédérations de transporteurs routiers tout à l'heure, le système d'échange de quotas, mais le secteur s'inquiète davantage aujourd'hui du projet de quotas obligatoires de camions à zéro émission. Le texte va vraiment aboutir? Je crois que une proposition... On peut rappeler ce que c'est en fait, c'est d'obliger les entreprises de transport à acheter un quota de camions zéro émission. Obliger les entreprises de transport, obliger toutes les entreprises qui ont une flotte de véhicules. Oui. Hein, ça va également bien au-delà des entreprises de transport routier. Une proposition sera adoptée. Mais je crois que la Commission est tout à fait consciente des grandes réticences du secteur. Et donc, pour l'instant, on réfléchit à la forme qu'elle pourra prendre, en essayant de tenir compte de l'ensemble des sensibilités dans un domaine comme celui-ci. Et l'échéance pour l'adoption? Décembre. Décembre aussi, donc lors du Conseil des ministres? Non, avant. D'accord. Alors, il n'y aura pas de transition énergétique, on le sait, sans financement. Le budget du CEF va être voté également, mais vous regrettez qu'il ne concerne que les infrastructures, c'est en tout sa définition, mais pas le financement des véhicules, justement. Non, le CEF ne finance pas le matériel de transport, il ne finance que l'infrastructure. Il n'y a pas effectivement de fonds qui financent le matériel de transport. Une exception quand même là-dessus, le Fonds social pour le climat sera ouvert aux micro-entreprises pour le financement en particulier des véhicules propres des micro-entreprises de transport. Bon, on aura l'occasion de vous retrouver tout à l'heure avec les fédérations de transporteurs routiers, également les autres acteurs qui vous poseront des questions donc, en fin de plénière. Une petite question, Jean-Luc Colson, ça fait je crois de nombreuses années que vous êtes dans le transport, donc il y a eu le maritime, on en parlait en aparté tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment un tournant dans le transport routier? On a eu le paquet mobilité qui a été voté, qui était quand même, on va dire, quelque chose de très important pour le secteur. Est-ce que vous pensez que pour la transition énergétique, il y a encore beaucoup à faire ou il manque quelques réglementations? Bon, je crois que l'essentiel maintenant est adopté. Et je pense que ce dont a besoin on a les outils, le secteur, c'est de la stabilité. D'ailleurs, on ne prévoit pas de grandes initiatives législatives dans les années qui viennent, si ce n'est peut-être de la simplification. Et rien de nouveau. Le secteur a besoin de stabilité avant tout. Jean-Luc Colson, merci. On aura l'occasion de vous retrouver tout à l'heure. Merci en tout cas. On peut vous applaudir. Je vous propose de revenir à votre place. Et nous allons accueillir maintenant Raluca Marianne, qui est déléguée générale de la délégation permanente de l'IRU auprès de l'Union européenne. Vous allez vous exprimer donc en anglais. Bonjour, merci d'être venu en tout cas à Solutrans. L'IRU, on va rappeler, donc vous représentez c'est des millions, vous représentez près de 4 millions d'entreprises de transport à travers le monde. C'est quoi l'Europe des transports routiers sur le plan international? Est-ce que l'Europe fait écho sur le plan justement du transport? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et bonjour, mesdames et messieurs. So I will switch first to English. Donc, je vais m'exprimer en anglais maintenant. Oui, l'IRU représente les opérateurs du transport routier à travers le monde. Bien sûr, le transport est un élément essentiel de l'économie dans le monde, mais les défis peuvent être différents dans différentes zones.
Et donc, si on regarde l'Union européenne, certains pays ont une grosse part de leur économie dépend du transport routier, et donc qui représente un certain poids au niveau politique. Alors, pour les conception des camions, même constat pour la vie sociale et économique des entreprises de transport. Beaucoup de réglementations sont décidées donc, en Europe. On peut dire que l'Europe des transports est un exemple. We would like to believe so. Nous voudrions croire que l'Union européenne souhaite être un modèle pour le reste du monde. Parfois, c'est vrai, parfois pas. Si on regarde, par exemple, les contrôlographes intelligents peuvent être très intéressants. Et si on regarde certains projets avec la Banque mondiale et d'autres, on travaille beaucoup sur la sécurité. Donc là, c'est évident. Lorsqu'on parle de l'environnement, la situation peut être différente. Je peux vous donner un exemple. Lors de notre AGA Genève, l'environnement est toujours présent dans notre ordre du jour. Et il y a un membre du Pakistan, chaque fois qu'il participe, il dit au Pakistan, nous avons tellement de motos, tout le monde a des motos. Pourquoi est-ce que vous parlez sans arrêt des voitures? Mais les voitures, c'est un luxe pour nous. Donc, les ambitions ne sont pas les mêmes. Cela ne veut pas dire qu'il faut manquer d'ambition, surtout en Europe, mais il faut être réaliste aussi sur les autres pays. Les États-Unis qui n'ont pas encore de tachygraphe et qui ont du mal à mettre en place ce système, cette réglementation. Et on pourrait imaginer justement que ça soit des modèles qu'on pourrait retrouver hors Europe, des réglementations sociales qui existent en Europe, par exemple. Bien que ce soit difficile ce que vous disiez, mais est-ce que vous y travaillez dessus? Yes, we have. Oui, il y a des réglementations sur les temps de conduite des chauffeurs de camions. Et il y a des accords, les accords ATA, pardon, et dans les pays satellites de l'Union soviétique, mais c'est difficile dans certains pays. Non seulement l'Europe, mais le monde entier, tous les pays aujourd'hui, c'est la pénurie de conducteurs routiers, donc de main-d'œuvre roulante. Il y a cependant des avancées pour tenter de contrer cette pénurie avec la réglementation du permis de conduire. C'est le cas avec la révision donc la réglementation du permis de conduire qui touche également, qui concerne le transport routier. This problem of driver shortage is of course a very complex one. Ce problème de manque de conducteurs est vraiment un gros souci. Mais il y a plusieurs causes, donc il y a plusieurs solutions. Nous avons 500 000 postes à vous voir en tant que conducteur, à la fois pour transport de passagers et transport de marchandises. C'est un problème qu'on trouve partout dans le monde. Peut-être pas dans tous les pays, mais dans la plupart des pays dans le monde. Et peut-être la révision du permis de conduire est peut-être une mesure intéressante. Ça permet de faire face à cette barrière et notamment à l'âge du conducteur. Ça permet de former notamment des jeunes pour rejoindre cette profession, au lieu qu'il y ait vraiment un grand écart entre l'école et justement la situation sur le marché. Mais même les compétences du conducteur, ce n'est que la moitié de la problématique, car la formation des conducteurs est essentielle également. Nous avons commencé à en parler avec la Commission européenne et on travaille vers la révision justement des règles de formation pour les conducteurs. Le projet d'imposer des véhicules zéro émission aux entreprises de transport, donc aux transporteurs, vous pensez que ce n'est pas la solution, c'est vrai, pour les entreprises, en tout cas pour décarboner le transport routier? Trop contraignant? Nous croyons, lorsque les conditions sont là et lorsque le plan économique le permet, les entreprises iront pour des véhicules plus propres, car c'est dans l'intérêt de tout et chacun. Et cette filière comprend cela et veut absolument décarboniser la situation. Mais en l'imposant, ça
va détruire, imposer sans mettre en place les conditions nécessaires, c'est pas possible. Nous avons lancé une pétition, nous avons reçu 5000 signatures. Comme Jean l'a dit, la filière est très contre ce type d'intervention du marché et justement ces obligations. Donc nous allons poursuivre cela pendant un mois. On va envoyer les résultats à la Commission européenne afin qu'on ait un message particulièrement clair pour expliquer que le marché ne veut pas de cette obligation. C'est le thème d'aujourd'hui. Il y a vraiment des échanges avec Bruxelles, non seulement la Commission européenne, mais avec les autres organismes également. Si vous êtes représenté, c'est vous qui représentez l'IRU à Bruxelles. Il y a vraiment un échange, des négociations, mais des échanges. Vous arrivez à discuter avec Bruxelles? There are very good exchanges in Brussels. Il y a d'excellents échanges à Bruxelles avec les organisations, avec les constructeurs. Il y en a beaucoup qui sont présents ici, également avec les ONG aussi, avec les organisations de parking. On les voit présents ici d'ailleurs aujourd'hui, avec les producteurs de carburant, producteurs d'hydrogène, avec les institutions, avec nos pairs. Nous parlons avec tout le monde et c'est ça qu'est une démocratie. C'est ce qu'il faut continuer à faire. Fin de cette plénière, parce qu'on posera des questions donc, à Jean-Louis Colson également, avec notamment les fédérations. Raluca, merci. Je vous propose de rejoindre tout de suite votre place. Merci beaucoup. Alors je vous propose de continuer avec, dans un instant, une étude visionnaire donc, réalisée par la FSC. La filière, on le sait, a besoin davantage de visibilité, tant sur le plan des activités que sur celui de la transition énergétique, avec une question principale, quelle trajectoire de décarbonation adopter pour mon entreprise, mon transport? Depuis 2 ans, donc, la FFC publie Visionnaire, une étude présentant plusieurs scénarios d'évolution du mix énergétique des poids lourds à l'horizon 2040. Ce travail est mis à jour chaque année et je vous propose donc pour en parler et de voir la version, on va dire, 2025, d'accueillir Didier Dugrand, délégué général de la FSC, et Béatrice Plat, directrice associée chez BDO, pour nous présenter cette étude. S'asseoir, allez-y, à la bonne franque. Didier, donc je le disais, une étude visionnaire. Déjà, le nom donne la définition de cette étude qui est actualisée tous les ans, c'est ça? En fait, tous les 2 ans, on la présente à Solutrans depuis maintenant 2021. D'accord. Alors, en quoi consiste cette étude avant qu'on voit cette étude revue en 2025? Alors, bonjour à tous déjà, merci de votre présence. Juste quand même, je voulais rappeler le contexte dans lequel cette étude vous est communiquée et ses résultats. Nous sommes à Solutrans. Ça y est, hein, dis donc, on y est, c'est parti. Solutrans, pour rappel, c'est 5 jours pour mieux comprendre une filière essentielle à la vie quotidienne des Français. Nous vous accueillons sur 95 000 m². Il y a près de 1200 exposants et marques qui sont là pour proposer leur savoir-faire. Et nous espérons au moins 70 000 visiteurs. Donc ça fait de Solutrans le premier salon européen sur le transport routier de marchandises. Solutrans, c'est le lieu par excellence pour balayer les idées reçues sur le transport routier de marchandises et dont en particulier la transition énergétique. Hervé, c'est pour ça qu'on va parler de Visionnaire. Alors Visionnaire, c'est depuis 2020 en fait que la FFC a commencé cette étude et je rappelle que la FFC n'a pas vocation à préconiser une énergie plutôt qu'une autre. Il s'agit véritablement d'une étude pour finalement répondre à une question majeure dans une filière à transport en pleine mutation. Quelles sont les perspectives du mix motorisation des véhicules industriels en Europe d'ici à 2040. Alors elle est destinée, au-delà des seuls adhérents de la FFC, à tous les acteurs de la filière du véhicule industriel et urbain, les carrossiers constructeurs, les constructeurs VI, les équipementiers, les utilisateurs de véhicules industriels, donc transporteurs, loueurs, collectivités locales, tous les utilisateurs, pour finalement les aider à prendre leurs décisions sur le renouvellement des flottes, les énergéticiens pour le développement des infrastructures de recharge et enfin les pouvoirs publics pour
bien prendre en mesure le développement de ce mix motorisation. On a hâte de découvrir cette version en 2025. On va laisser donc la parole, ça sera à deux voix, donc Béatrice Plat, et j'ai oublié également d'y associer Jérémy Vatin. Donc je propose, on va mettre la petite musique pour vous s'installer au pupitre. Et Béatrice, je vais vous donner la petite zapette pour cette démonstration. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, oui, alors Jérémy et moi sommes consultants au département stratégie et opération de BDO France, donc qui est un cabinet d'audit et de conseil. Et bien, nous accompagnons nos clients dans la définition de leur orientation stratégique et puis aussi leur performance opérationnelle. Et donc nous travaillons effectivement avec la FFC depuis plusieurs années, et notamment pour réaliser Visionnaire, donc que Didier vient de présenter. Donc c'est vraiment effectivement cette vision du marché européen. Donc on est bien sur le signe de l'Europe, du marché européen à horizon 2040. Allons-y, c'est moi qui ai la zapette. Alors, pour se remettre en perspective, sachez que le secteur du transport routier lourd, donc poids lourds et bus, c'est un secteur clé dans la décarbonation, dans cet objectif de neutralité climatique à 2050. Pourquoi ? Parce que, il pèse 7% des émissions de GES totales, donc c'est assez significatif, et 2, parce que les émissions ont augmenté ces dernières années. Alors bien évidemment, les motorisations unitaires des véhicules se sont réduites, mais il y a eu une telle explosion du transport routier que les émissions globales ont explosé. Et donc c'est pour ça que la Commission européenne, enfin l'Union européenne, on va dire, a mis en place un certain nombre de dispositifs économiques, réglementaires. Et il y en a deux qui nous intéressent spécialement pour Visionnaire, c'est les normes CO2 camions neufs, et c'est les taxations des énergies. Alors pourquoi cette réglementation norme CO2 est très importante ? Parce que d'une part, alors elle est très contraignante pour toute la filière, on en a déjà parlé, vous connaissez un peu les enjeux. Très contraignant pour toute la filière parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir lâcher le diesel classique, plus particulièrement à partir de 2030, et puis très contraignante pour les constructeurs, parce qu'il faut le dire, c'est tout à fait objectif, que si les constructeurs se doivent de proposer des nouveaux produits économiquement séduisants pour leurs clients, et ils ont quand même une épée de Damoclès financière extrêmement importante, parce que s'ils ne respectent pas les objectifs, ils payent une pénalité financière assez lourde. Donc c'est très compliqué pour eux, mais c'est aussi compliqué pour la filière derrière, parce que il faut aussi des véhicules qui soient, on va dire, économiquement abordables et puis qui puissent réaliser les missions. Alors, dans le cadre de Visionnaire, nous avons considéré 5 familles de motorisation. Tout ce qui est diesel hybridé, etc., c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Je rappelle que 93% des immatriculations neuves en 2025 sont du diesel ou du diesel hybridé, 93%. Ensuite, nous avons, on va mettre biodiesel et biogaz ensemble. En 2 mots, des énergies, des motorisations très commodes à utiliser parce que très proches du diesel, mais considérées comme émettrices dans le cadre réglementaire dont nous parlons, et en plus limité, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a encore autre chose, c'est limité dans le gisement des énergies primaires dont elles peuvent se servir. Et je rajouterais que pour le biogaz, on est quand même sur une énergie qui, aujourd'hui et au moins jusqu'à 2040, est pour partie très polluante, parce que la généralisation du biogaz n'est pas attendue avant 2040 au niveau européen. Et 3e bloc de motorisation, donc hydrogène, électrique. Donc là, pas émetteur du réservoir à la roue, tel que la réglementation européenne le dit aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que ce sont des motorisations. Il va falloir apprendre à gérer ses tournées, son avitaillement, son ravitaillement autrement. On va dire moins commode que le gaz et le biogaz. Et les biodiesels. Alors, pour pouvoir projeter cette vision du marché à 2040, on a l'originalité chez nous, chez BDO, d'avoir développé un modèle pour Visionnaire qui simule la demande en fonction de tous les postes de coût et en fonction des usages. On rentre un certain nombre d'hypothèses dans le modèle
et on fait qu'est-ce que la demande, c'est-à-dire les acheteurs de poids lourds, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Plutôt telle motorisation, plutôt telle motorisation. Alors bien sûr, il faut faire des hypothèses de départ. Et ici, vous voyez les hypothèses à 2030. Donc 2030, vous voyez que ce soit l'électricité ou l'hydrogène, les prix des véhicules vont baisser. Moins 20, moins 25%. Enfin bon, ça c'est une moyenne de moyenne. En fait, on fait les choses beaucoup plus granulairement au niveau de chaque véhicule, chaque type de mission, etc. Globalement, c'est ça. En revanche, ce que vous voyez, c'est que on pense que le prix de la molécule hydrogène va baisser. En revanche, le prix de l'électricité, dans nos hypothèses, le prix de l'électricité finalement à la pompe, va augmenter. Pourquoi ? Parce que, besoin d'équipement au dépôt, mais surtout lié au surcoût de la recharge en itinérance et lié au surcoût du renforcement des réseaux électriques. Donc pour toutes ces raisons, nous pensons que le prix de l'électricité va augmenter. Dans nos hypothèses, alors on fait comme s'il n'y avait pas d'aide fiscale à l'achat, donc on sait que c'est pas vrai. Mais bon, voilà, on les a pris en considération pour la France uniquement parce que c'est les engagements en 2029, mais sinon on a fait autrement. Et donc voilà, partant de ces hypothèses. Du coup, en partant de ces hypothèses, donc dans ce contexte, si on regarde les ventes les parts de marché des véhicules zéro émission à l'échelle de l'Europe en 2030, on atteint à peu près une vingtaine de pourcents de ces véhicules. Si à cela maintenant on ajoute le gaz, on atteint quasiment 40% de véhicules avec une motorisation dite alternative. Toutefois, comme on l'observe, il reste toujours plus de la moitié des véhicules à l'échelle de l'Europe qui seront vendus en diesel. L'intérêt de Visionnaire, c'est aussi de pouvoir avoir une vision marché, de part de marché, non seulement d'un point de vue global sur un territoire, mais aussi en s'intéressant à une décomposition plus fine par usage. Et si maintenant on s'intéresse à ces usages, le premier résultat qui marque, en fait, c'est que la pénétration des véhicules électriques dépend assez naturellement de l'usage, mais plus spécifiquement de l'intensité, va être très liée à l'intensité kilométrique de chacun de ces usages. Donc assez naturellement, pour la livraison urbaine, qui est dans notre modèle l'usage avec l'intensité kilométrique la plus faible, on observe la pénétration de véhicules électriques est la plus importante. Et à contrario, pour la longue distance, on observe le phénomène inverse. Un point aussi qui est intéressant quand on regarde par usage, c'est que toutes les parts de marché, en fait, on observe un phénomène de compensation des ventes, et ce qui ne serait pas vendu par des véhicules électriques en termes d'usage pourrait être couvert à 2030 par des véhicules gaz. Si maintenant on rentre un peu plus dans le détail et qu'on s'intéresse cette fois-ci au marché France, on observe que la part de marché de l'électrique est beaucoup plus importante. On va atteindre quasiment un quart du marché de véhicules électriques pour atteindre quasiment 30% de véhicules zéro émission. Et si maintenant on s'intéresse aux véhicules dits à motorisation alternative, on va dépasser la moitié du marché à l'échelle de la France. En ce qui concerne l'électrique, cette part un peu plus importante s'explique notamment par le fait que le prix de l'électricité, c'est la spécificité française, est plus intéressant en France qu'à l'échelle de l'Europe. De nouveau, si maintenant on s'intéresse à la décomposition par usage, cette fois-ci, on va retrouver un phénomène quasi identique à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire que la pénétration des véhicules électriques va dépendre de l'intensité kilométrique de l'usage, avec globalement un usage quand même de l'électrique beaucoup plus représenté. Et on observe toujours, même à l'échelle de la France, cette compensation par les véhicules gaz pour les usages qui ne seraient pas couverts par des véhicules électriques. Maintenant qu'on s'est intéressé, qu'on a vu en fait à quoi pourrait ressembler le marché du poids lourd à 2030, je vous propose de passer un cran plus loin et d'aller à 2040. Mais pour prendre en compte les incertitudes qui pèsent sur une échéance aussi lointaine, on a défini deux scénarios différents. Un premier scénario Green Constraint, dans lequel on suppose que le prix des véhicules zéro émission va continuer de baisser d'environ 20%. Et on va avoir deux mécanismes un peu différents. On va avoir un prix de l'électricité globalement qui va stagner et un prix de la molécule hydrogène qui va descendre de manière assez significative. Dans un deuxième scénario qu'on a appelé Green Growth, on est dans un scénario qui est plus enclin à la transition écologique, dans lequel le prix des véhicules zéro émission va baisser encore plus fortement pour atteindre entre moins 30 et moins 35% de baisse de prix.
Et le prix des énergies zéro émission va lui aussi descendre de manière plus importante. Dans ce premier scénario, on observe finalement que la part des véhicules zéro émission à l'échelle de l'Europe atteint 55%. Donc vous avez les parts de marché Europe qui sont représentées sur le cercle extérieur du graphique. Donc on atteint 55% de véhicules zéro émission pour l'Europe et un peu plus en France, on atteint quasiment 60%. Avec toujours cet avantage pour les véhicules électriques à l'échelle de la France. Et si maintenant on rentre de nouveau dans cette décomposition par usage, on continue d'observer, on retrouve en fait un phénomène similaire à celui qu'on avait observé en 2030, à savoir que la pénétration de l'électrique est toujours très fortement dépendant de l'intensité kilométrique des usages. Mais cette fois-ci, on observe toujours aussi ce phénomène de compensation par les véhicules qui ne sont pas vendus en électrique, mais qui va être à la fois qui va être rempli cette fois-ci à la fois par les véhicules gaz, mais aussi par les véhicules hydrogène, ce qui est possible par la baisse des prix assez significative de cette technologie à horizon 2040. Si maintenant on passe donc aux ventes de parts au panorama du marché poids lourd à 2040, dans le scénario plus enclin à la transition écologique, on observe une pénétration assez naturellement des véhicules zéro émission qui va être plus importante. Et cette fois-ci, plus de différenciation en termes de parts de marché entre la France et l'Europe. On atteint environ, dans les deux cas, environ 70% des parts de marché. Toutefois, on continue d'observer cette spécificité française avec une pénétration du véhicule électrique qui reste toujours légèrement plus importante que celle observée à l'échelle de l'Europe. Et de nouveau maintenant, en rentrant dans la spécificité par usage, on retrouve les mêmes spécificités, on peut faire les mêmes remarques que celles qu'on a fait jusqu'à présent, mis à part que ce phénomène de compensation qu'on observe cette fois-ci est principalement réalisé par les véhicules hydrogène. Maintenant qu'on a parlé des ventes et des parts de marché poids lourd, il est intéressant de voir si ces scénarios en fait, qu'on a tracés permettent de remplir, de répondre aux objectifs CO2 de la Commission européenne. Donc on a converti, vous avez les courbes en fait, correspondantes en termes d'émissions de CO2 aux deux scénarios qu'on vous a présentés, et en pointillé les différents paliers des objectifs de la Commission européenne. Et c'est intéressant de voir que jusqu'à 2035, donc on a un marché qui est pluritechnologique, qui reste pluritechnologique tout au long de la période. Et jusqu'en 2035, ces marchés permettent de passer les différents paliers des objectifs. Sauf en 2040, où il reste un dernier pas effectivement à franchir qui n'est pas atteignable au vu des hypothèses de prix que l'on prend dans nos hypothèses. Je vous propose du coup maintenant d'essayer de diagnostiquer en fait ce problème de pourquoi on n'atteint pas ces prix, pourquoi on n'atteint pas ces objectifs en termes de prix, donc de diagnostiquer ce qui se passe au niveau des prix et de voir quels sont les leviers qu'on pourrait avoir à notre disposition pour essayer de trouver une solution pour franchir cette étape. Dans un premier temps, le diagnostic. Donc là, on vous a représenté la comparaison de l'ensemble des TCO, donc des prix des coûts totaux de détention en prenant en compte à la fois l'achat et l'usage, pour les différents groupes de motorisation qu'on vous a présentés au début. Donc à la fois le biocarburant, le gaz, l'électrique et l'hydrogène. Et à chaque fois, pour chacune des cases, pour chacune des configurations, donc qui reprend l'ensemble des usages et des types de véhicules qu'on a modélisés, on va venir comparer ce TCO avec celui de son homologue diesel. Plus la case va aller vers le rouge, plus le surcoût par rapport au diesel va être important. Et à contrario, plus on va aller vers le bleu et plus la solution sera avantageuse économiquement. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que globalement, pour la motorisation gaz, on reste économiquement très avantageux, peu importe la configuration que l'on considère. Toutefois, comme on vous a présenté au début, il reste quand même une énergie, notamment d'un point de vue des émissions de CO2, qui n'est pas qui ne permet pas en fait de facilement décarboner le marché. Pour la partie électrique, tous les véhicules en dessous de 10 tonnes, globalement, représentent un avantage économique à être sélectionné. On va avoir un surcoût qui va rester, somme toute, très très modéré pour les véhicules de poids intermédiaire et un surcoût, par contre, beaucoup plus important pour les véhicules électriques, beaucoup plus gros. Assez logiquement, et comme ça peut être assez naturel dans la conscience de chacun, le véhicule hydrogène reste cher même en 2035 et on continue d'observer des surcoûts par rapport au diesel qui peut être jusqu'à 2 fois supérieur.
Et entre les deux, finalement, on a le biocarburant, donc qui est dans une situation intermédiaire avec un surcoût assez modéré. Mais ce surcoût modéré, comme on l'a vu dans les ventes, n'empêche pas en fait la pénétration des biocarburants. On l'avait vu à 2040, peu importe les scénarios, on observait quand même une pénétration on avait quand même 5% de part de marché qui était réservée aux biocarburants. Afin de faciliter le raisonnement qu'on va mener par la suite, je vous propose de se concentrer sur 4 configurations spécifiques qu'on a choisi parmi les tracteurs et les vans 6 tonnes pour les usages longue distance et les usages régionaux. Donc on retrouve en fait exactement je vais juste avec des chiffres plus précis, les remarques qu'on a fait précédemment en analysant les TCO au totaux. Donc un surcoût toujours très élevé pour l'hydrogène, peu importe la configuration, jusqu'à 2 fois plus cher en fait par rapport au diesel, et un surcoût de l'ordre de 50% pour l'électrique. Maintenant, on a voulu voir comment le marché allait se comporter à un nouveau scénario de coût dans lequel on allait essayer de rendre, on va dire, ces solutions zéro émission plus avantageuses. Et dans un premier temps, on a voulu agir sur le coût de ces véhicules zéro émission. Donc on a simulé un nouveau monde à 2040 dans lequel on rendait les véhicules zéro émission, on mettait les véhicules zéro émission, donc électriques et hydrogène, au même prix qu'un véhicule diesel. On mettait le coût d'achat du véhicule au même niveau que celui du coût d'achat du diesel. Et ce qu'on observe dans ce cas, c'est que finalement, à 2040, ça permet de seulement très légèrement influencer les ventes et on va gagner jusqu'à 1 point de part de marché pour les véhicules zéro émission. C'est une augmentation qui est assez faible et étant assez faible, c'est insuffisant pour franchir cette dernière étape en 2040 des objectifs de la Commission européenne. Donc si la solution ne se trouve pas du côté du coût d'achat du véhicule, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à voir aussi au niveau des coûts d'usage. Donc on a repris les 4 configurations qu'on vous a présentées précédemment, mais cette fois-ci on présente les surcoûts. On a enlevé la partie achat de l'analyse de coûts et on présente uniquement les surcoûts liés à l'usage. Et donc pour ces usages, même pour la partie hydrogène, on observe toujours ce surcoût 2 fois plus important. Et pour la longue distance en électrique, on a toujours ce surcoût de 50%. Donc de nouveau, pour voir comment le marché allait se comporter à horizon 2040, mais cette fois-ci, on a voulu plutôt agir cette fois-ci sur les coûts d'usage. Et on a baissé significativement les coûts d'usage des véhicules des énergies zéro émission, donc de l'électrique et de l'hydrogène. Et en les baissant de 40%, excusez-moi, je pensais avoir zappé. En les baissant de 40%, on gagne effectivement des parts de marché de véhicules zéro émission de manière assez significative, entre 11 et 14 points selon les scénarios. Et dans le scénario Green Growth, on atteint 80% de parts de marché de véhicules zéro émission. Ce qui permet, dans ce cas, de franchir le dernier palier des objectifs CO2 de la Commission. C'est assez important aussi de garder en tête que nous, dans ce dernier scénario, on a agi essentiellement sur le prix des énergies zéro émission. Mais ce qui est important pour atteindre ce genre de répartition de marché, c'est plus l'écart que l'on va créer en termes de prix entre le prix des énergies zéro émission et le prix du diesel. C'est-à-dire qu'un scénario dans lequel on aurait moins baissé le prix des énergies vertes, mais dans lequel on aurait en même temps augmenté le prix du diesel, aurait abouti à un marché similaire. Très bien. Alors pour conclure, juste quelques mots en conclusion. Retenez, la réglementation actuelle, elle pousse à aller vers, effectivement on l'a dit, de plus en plus de véhicules zéro émission qui seront majoritaires en 2040. Biocarburants, biogaz resteront minoritaires, oui parce qu'ils sont émetteurs, mais aussi parce que le gisement d'énergie disponible est relativement limité. 2. Un triptyque diesel hybridé, gaz électrique, gaz biogaz électrique, permettrait d'atteindre les objectifs CO2 réglementaires à 2035. Et donc là, je redis, ce visionnaire, ça fait depuis sa première édition, on a une vision indépendante et qui est pluritechnologique, et on la confirme à nouveau avec cette édition. On est toujours sur cette vision pluritechnologique à minima à 2035. Bien sûr, il y a des incertitudes sur les prix des énergies des véhicules à batterie et encore plus, je dirais, hydrogène. Mais
ce que nous enseigne Visionnaire, c'est que même si les prix baissaient un peu plus, si on était à parité de coût d'achat avec le diesel, ça n'aurait qu'un impact. Ça aurait un impact positif, mais relativement limité. Hein. Ça ne changerait pas la donne du simple au double sur les parts de marché de ces marchés. Autre idée, la livraison urbaine électrifiée est d'ores et déjà rentable. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Elle est d'ores et déjà rentable. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et plus coûteux pour la longue distance, mais il y a tout un intermédiaire où, vous l'avez vu dans le tableau très complexe de Jérémy, il y a plein de segments où on est finalement assez proche d'un TCO diesel, même si on est un tout petit peu au-dessus. Donc il y a plein de solutions qui sont aujourd'hui abordables. En revanche, longue distance coûteux, y compris de façon assez lointaine, à 2035, ce qui pourrait laisser la place à de l'hydrogène, bien sûr toujours avec des incertitudes de prix et si on est aussi à situation d'ISO, disponibilité d'infrastructures. Notre conviction, c'est que les prix des énergies resteront élevés. Parce qu'il y aura taxe carbone d'un côté, et alors côté énergie carbonée. Et il y aura de l'autre côté, pour les véhicules zéro émission, toute une chaîne de valeur à déployer, à construire. La production, la distribution. Et donc ça aura un coût. Et donc pour nous, les prix des énergies resteront élevés, même si aussi il y a de l'incertitude sur ce que feront les politiques publiques en matière de taxes et de subventions. Donc, et mon dernier mot, en l'état des connaissances d'aujourd'hui, de 2025, et dans le cadre de la réglementation actuelle, qui pourrait être amené à évoluer. Ce que nous dit Visionnaire, c'est que les prix des énergies seront beaucoup plus significativement impactants sur le TCO des véhicules que les prix d'achat. Et donc ça veut bien sûr les prix d'achat doivent baisser, mais donc ça veut dire qu'en fait finalement, et c'est ce qu'on dit également, ce qu'on porte nous en tant que tiers indépendants et avec Visionnaire, c'est que c'est toute la filière qui, chaque maillon, chaque partie prenante de la filière doit prendre sa part pour réaliser cette transition écologique, énergétique vers la décarbonation. Constructeurs, transporteurs, détenteurs de flotte, énergéticiens, mais aussi chargeurs et aussi pouvoir public. Voilà. Merci de votre attention. Béatrice, merci en tout cas, Jérémy. Je vous propose de regagner vos places. Merci. Alors je vous propose de poursuivre donc toujours ce thème de l'Europe avec la partie plus industrielle et puis également avec les acteurs de la filière, on en parlait tout à l'heure. Les constructeurs de véhicules utilitaires et de poids lourds, vous le savez, donc, se sont pleinement engagés justement dans cette décarbonation du transport routier. Ils ont largement fait évoluer leur gamme, on peut le voir ici aujourd'hui, donc, pour cette édition 2025 de Solutrans. Pratiquement tous les constructeurs ont électrifié, si on peut le dire, donc, leurs véhicules, en tout cas retonnage. Et ils ont également intégré donc, ces nouvelles énergies. Cet engagement s'inscrit dans un cadre européen exigeant. On en parlait, Bruxelles a fixé des objectifs clairs et surtout ambitieux. Et nous les connaissons donc tous ici. Alors, je vous propose donc d'aborder l'aspect constructeur. Christian Lévin, qui est donc CEO de Scania Group et qui devait intervenir en tant que vice-président des véhicules utilitaires de la CEA, donc a eu un empêchement de la dernière minute, un contretemps. Il a cependant tenu à nous dire quelques mots. Dear customers, visitors and members of the press, plus a special welcome to the policymakers here at Solutrans. First of all, let me express my sincere regret that I cannot be with you in person today. Solutrans is such an important forum for our industry, and I greatly value the opportunity to exchange a few views on how we can accelerate the decarbonization of road transport. I'm speaking to you today not only as CEO of Scania and Traton, but also as the chairman of ASEA Commercial Vehicles, the European Industry Association for the automotive industry. The transition of heavy transport to electric has reached a decisive moment. We, and I do not mean only the truck makers, but also our customers and all parts of the transport ecosystem, now need fast and bold decisions. We are ready. Technology is ready, we have made the investments, but the enabling conditions for a fast transitions are not yet in place. To succeed, the whole ecosystem needs to develop and the policy makers need to act.
This year, I've been visiting Brussels very frequently, partly due to my role as chairman of ASEA, but mainly due to the fact that the decarbonization of transport is simply too slow. The Strategic Automotive Dialogue started in January by Ursula von der Leyen to boost the global competitiveness of the European automotive industry is great. We welcome this dialogue. But during the spring, the focus was, a bit as always, very much on passenger cars. We're therefore very happy that during the latest meeting in September, there's been more focus on commercial vehicles. There's even been a high-level task force established that has the focus on the enabling conditions needed specifically for heavy-duty vehicles. Commercial vehicle manufacturers, of course including Scania, remain fully committed to the CO2 targets. So we're not asking for less ambitious goals, but manufacturers alone cannot deliver on these goals, as enabling conditions are equally essential. So what is missing? Well, charging infrastructure, competitive operating costs, and strong demand-side incentives. We would like to see an earlier review of the CO2 standards to put the focus on exactly that, and we need to discuss flexibilities as a complement to the targets. We need legislation that enables the same payload for zero-emission vehicles and ICE vehicles to avoid the present payload penalty for zero-emission vehicles. We therefore very much support the Commission's proposal on weights and dimensions. We want to see a continuing build-out of charging infrastructure, especially with megawatt charging systems as standard along the main highways in Europe. The grids are not sufficient, and the hurdles to install new capacity significantly hinders our ability to reach our targets. We also need to end fossil fuel subsidies and make the most out of CO2-based road tolls to incentivize sustainable transport. We can also stimulate the demand for zero-emission transport by, for instance, strengthening sustainability criteria in public procurement of sustainable transport and enable harmonized reporting of transport. To finalize, being a climate frontrunner should never be a disadvantage in Europe. It must be our greatest strength and the way to stay competitive. So let's now turn ambition into action, roadblocks into roadmaps, and let's drive the shift together. Voilà, donc Christian Levin, qui est donc CEO de Scania Group et qui est également vice-président des véhicules utilitaires de la CEA. La CEA, qui, je vous rappelle, représente au niveau européen les constructeurs de poids lourds, du cas, en tout cas dans sa branche VI. Et je vous propose à présent d'accueillir Atina Argiriou, donc présidente déléguée de la SIAM. Atina. Pour cette plénière. Alors un rappel, la SIAM représente cette fois-ci les constructeurs internationaux en France, dont les constructeurs poids lourds. Il n'y a pas uniquement, il y a également les deux roues et l'automobile. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, pour revenir sur le thème de l'Europe, de transposition des règles européennes. En revanche, vous évoquez des surtranspositions. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Je vais revenir peut-être un peu sur les propos de Christian pour pouvoir expliquer. Que Christian, il dit que malgré ce qu'il a été dit au début en fait, de cette conférence, on a besoin d'un cadre et on respecte le cadre. Le cadre existe. On n'y touche pas. On a la trajectoire. Bien entendu, c'est un projet extrêmement ambitieux et les ajustements sur un projet aussi visionnaire et aussi ambitieux sont toujours nécessaires. Les constructeurs ont relevé les défis. Ils ont investi massivement. Ils proposent des technologies zéro émission et pour la transition, ils maintiennent, ils entretiennent, il faut évoluer plusieurs technologies. Alors ils ont investi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors Christian, il dit maintenant que l'offre est là, il faut qu'on travaille sur le cadre. Sauf qu'on oublie que l'Europe n'est pas un cadre, c'est 27 pays, 27 cadres. Alors prenons l'exemple de la France. La France a un prix d'électricité décarboné qui est plutôt bas, ce n'est pas le cas pour le reste de l'Europe. Premier bon point pour la France.
Au début de l'année, on a basculé d'un budget d'aide publique à un budget d'aide sur les certificats d'économie d'énergie et on a vu là une opportunité de stabilité. Alors on était soulagés, jusqu'au moment où on a compris que la bonification dépendait de la volonté politique, où on a compris que ça devient à nouveau un outil politique, ce qui est dommage. Il y a des élus dans cette salle, il y en a peut-être qui peuvent nous aider à rectifier cette problématique. Les infrastructures, on n'est pas dans le même rythme partout en Europe. La France a une réelle volonté. On a des énergéticiens qui investissent, qui s'intéressent, qui cherchent des solutions. Vous avez tout à fait raison de vouloir mettre les infrastructures en priorité partout en Europe et de les financer en priorité. Il y a une volonté européenne, on parlait de la FIR tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il n'y a plus qu'à. Comment on fait justement pour aligner 27 cadres? Parce que pour que cette industrie qui est européenne, ça il faut le souligner, il faut le rappeler, puisse survivre, il faut qu'ils puissent compter sur les marchés unis, les marchés européens. Et les opportunités, la massification qu'ils proposent. Et c'est là on arrive sur la surtransposition des textes ou sur l'invention en fait de nouvelles contraintes. Donnez des exemples. Voilà, un exemple qui est très... Voilà, Christian vient de le citer, la réglementation sur le point et dimension qui peut résoudre beaucoup de problèmes, mais qui aujourd'hui, c'est un sujet très clivant pour la France. C'est une contrainte. C'est une contrainte. Il faut éduquer, il faut parler, il faut tester pour pouvoir convaincre. Alors si on les décide à Bruxelles conjointement, il ne faut pas que chacun après ce soir il décide autrement. Plus récemment, on a entendu parler d'un éco-score. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'éco-score, comme il a été publié comme une étude, une analyse de cycle de vie des véhicules. Et aujourd'hui, il est applicable pour les véhicules particuliers. C'est faux. Ce n'est pas cela, c'est plutôt une analyse du cycle industriel, c'est-à-dire où le produit est produit ou assemblé. Et on est en train de classer les différents véhicules par rapport à leur pays d'origine, y compris intracommunautaire. Si on commence à se désirer en interne, on n'y arrivera pas. On peut prolonger la trajectoire des années, on n'y arrivera pas. Il faut miser sur notre seul atout, qui est le marché uni. Alors, la France, peu importe les pays, ne peut pas décider de façon unilatérale d'inventer des règles ou des définitions qui n'ont pas été discutées et décidées dans le cadre européen, pas dans le cadre de cette transition. Donc, si je comprends bien, le cadre réglementaire, vous le disiez, donc il est là, on s'y tient. Ça serait quoi la solution? C'est d'avoir harmonisé leur application? Enfin, je parle des réglementations. La solution, c'est d'abord de prendre conscience qu'il y a 27 pays. Alors du coup, il va falloir qu'on fixe des priorités et pas uniquement réguler, mais également contrôler ou accompagner la mise en application de différentes directives européennes ou règlements ou normes européennes et de temps en temps sanctionner. Parce que de temps en temps, on manque de loyauté par rapport aux décisions qu'on a prises tous ensemble. Et c'est ça qui va être destructeur. Revenons à l'aspect franco-français de l'Europe. Je rappelle la SIAM, donc représente les constructeurs étrangers en France, donc dans l'Hexagone. Vous en êtes la présidente déléguée. Est-ce qu'il n'y a pas justement un frein de la part des pouvoirs publics en France? Parce qu'il y a quand même des réglementations. On le voit notamment sur les méga-camions. On en parlera tout à l'heure avec la Belgique, enfin avec la Fédération des transporteurs routiers belges. Est-ce qu'il n'y a pas un frein en France des pouvoirs publics? Par rapport à la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'il existe sauf qu'il y a des règles européennes qui ne sont pas transposées en France. La plupart des règles sont transposées, 44 tonnes. Mais on va souvent un peu plus loin dans un esprit, pas de soutien à notre industrie, mais dans un esprit protectionniste. Et ça, c'est, par
pas quelque chose qui est bien et qui ne correspond pas en fait à l'industrie de véhicules industriels qui est purement européenne. Et quasiment tous les acteurs, finalement, ils ont choisi la France par la proximité avec leurs clients. Et du coup, ça a encore moins de sens d'aller chercher encore diviser plus. Et un dernier mot, les échanges avec les pouvoirs publics français, vous en tant que SIAM, sur justement, est-ce que vous avez des échanges, un dialogue? Nous, on a un dialogue, on représente les 3 secteurs. C'est très important, ce qui a été dit également par Christian, de traiter chaque secteur différemment par rapport à ses problématiques, par rapport à ses originalités, particularités. Les véhicules industriels, c'est un secteur qui est petit en termes d'acteurs et plutôt solide, plutôt... il sait se parler, ne pas être d'accord et finir par se mettre d'accord, ou en tout cas voir d'abord l'avantage du secteur avant les propres intérêts de chacun. Alors on arrive finalement tous ensemble, avec les fédérations, tout l'écosystème ensemble, d'écrire ensemble la page et convaincre l'administration. Ce n'est pas le cas pour tous les secteurs. Atina, merci. On vous retrouvera également à la fin de cette plénière pour les quelques questions à Jean-Louis Colson. Merci à Atina en tout cas. Alors, ce qui nous semblait intéressant également, c'est de voir l'application, on en parlait tout à l'heure avec les livraisons urbaines, savoir si par rapport au TCO, de voir un petit peu les applications des règles européennes justement sur le terrain, dans les territoires. Je vous propose d'accueillir Jean-Charles Collas, qui est le vice-président de la métropole de Lyon. Puis il y a également une autre partie après avec Steve Cornelis, qui est le directeur du programme d'électrification des flottes et transport et environnement. Jean-Charles, bonjour. On est à notre combienième conférence? Je disais à Patrick tout à l'heure, la métropole soutient Solutrans, bien évidemment, c'est un partenaire important et donc du coup, depuis que je suis élu, c'est le 3e Solutrans que je fais. Donc soutien le transport routier. Quelle révolution! Tu te rappelles, Patrick, quand au début on avait quelques véhicules alternatifs, c'était il y a 4 ans seulement. Quand je vois l'offre aujourd'hui en VUL comme en PL, et en particulier pour les VUL qui, pour la logistique urbaine, sont importants pour moi. Et le principal, c'est de les voir circuler dans Lyon aussi. Alors on va y revenir. Bien évidemment. Alors le Lyon occupe une position stratégique. C'est à la fois une ville de transit des marchandises grâce à ses grands axes routiers et autoroutiers, son port aussi, il ne faut pas l'oublier, mais aussi un lieu de livraison et d'échange, on va dire, dans la métropole, dans la ville, dans un contexte marqué justement par ces règles européennes de la décarbonation, on en parlait. Les métropoles étaient censées, je me rappelle, jouer un rôle dans la transition énergétique. Est-ce que vous y arrivez? On en parlait il y a un instant. Est-ce qu'il n'y a pas un poids justement de cette réglementation européenne? Alors moi, je ne crois pas que la réglementation soit un poids. Parce que la réglementation, et là je vais rejoindre l'intervenante précédente, la réglementation, elle fixe un cap et on doit s'y fixer et on est tous sur la même règle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit en introduction sur le fait qu'il fallait laisser faire. Je vais prendre un exemple très simple. Les zones à faible émission dont on parlait il y a 4 ans, au tout début dans ce salon, elles ont fait très peur. Le résultat, il est là. Même si elles sont très peu appliquées, on a 10 points de plus dans la métropole de Lyon par rapport à la moyenne nationale en véhicules particuliers ou professionnels, critères 0 et 1. Donc c'est bien qu'il y a un entraînement, les entreprises, et les grosses comme les petites, bien évidemment si on les accompagne et qu'on leur laisse le temps. Hein, je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement contre les ZFE, mais... Elles sont très en avance à partir du moment où on leur fixe un objectif à une date précise et elles y vont. Et aujourd'hui, notamment en matière de logistique, puisqu'on va s'adresser plutôt aux véhicules professionnels, sur la métropole de Lyon, on a énormément de véhicules électriques, on a évidemment beaucoup d'alternatives et on a beaucoup de start-up, on les a vus dans ce salon, que ce soit en vélo logistique ou que ce soit dans le développement de nouvelles alternatives de véhicules industriels à base électrique. Alors le mix énergétique est plus sur le transport en commun, on peut parler, les bus notamment GNV, et vous m'aviez dit en préparant justement cette plénière que vous allez... Enfin, la métropole de Lyon va devenir pratiquement un producteur de méthaniseurs, en tout cas de méthane, parce que vous allez avoir votre propre méthaniseur au sein de la métropole de Lyon, c'est ça? Oui, alors... Enfin, je résume. Tout à fait. Une toute petite précision. J'ai été très intéressé par l'étude qui nous a été présentée, mais j'aimerais citer un biais quand même. Je partage l'idée qu'il y a peu de chances qu'on soit à 100% de bio-GNV en 2040.
Mais partir du principe qu'on est en hydrogène décarboné dès maintenant et même en 2040, je pense que c'est une erreur. Aujourd'hui, 99% de l'hydrogène est carboné et avant qu'on ait de l'hydrogène décarboné dans la mobilité, il va falloir d'abord remplacer tout l'hydrogène carboné dans l'industrie et dans l'industrie chimique. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que l'hydrogène est une solution décarbonée, c'est à mon avis un biais. Donc nous, clairement... Aujourd'hui en tout cas. Oui, et même, soyons clairs, si on fait de la prospective, vu les coûts d'infrastructure, on n'y sera pas plus dans 15 ans. Hein. Je pense que le GNV sera décarboné avant l'hydrogène, mais on verra. Mais si on fait de la prospective, je pense que c'est assez évident. Nous faisons le choix, effectivement, d'un mix énergétique qui est sur l'électrique et sur le GNV et sur le bio-GNV en particulier. Bien sûr, pour nos véhicules propres, que ce soit ceux de la métropole, les véhicules techniques, on va dire, et bien sûr pour le Citral, qui a une flotte de 1500 bus et cars qui circulent en permanence sur le département du Rhône. On a la chance d'avoir gardé nos lignes aériennes de contact pour les trolleybus. Il n'y a que 2 villes en France qui ont gardé leurs trolleybus, donc on a un poids de véhicules électriques important. Il y a eu aussi de grands progrès avec les bus IMC. L'électrique est vraiment une base importante, et en particulier sur l'urbain. Mais dès qu'on sort de l'urbain, sur l'interurbain et dans notre territoire, on est aussi en territoire de montagne. Hein. On a des communes de montagne dans le Rhône. Le GNV est la bonne solution. Donc on a un plan d'acquisition de bus GNV. On avait soutenu aussi... C'est quoi l'investissement annuel à peu près ? Alors, alors annuel, j'ai du mal. Sur 2 ou 3 ans, on est entre 400 et 500 millions d'euros pour le renouvellement de nos véhicules du Citral. Juste des véhicules routiers, hein, je ne parle pas des tramways et des métros, bien évidemment. Et donc, dans ce cadre-là, là, je parle des bus qui sont Citral. Citral est propriétaire de l'ensemble des bus urbains. En revanche, les délégataires pour lesquels nous avons des délégations de services publics sur les territoires périurbains sont eux-mêmes propriétaires de leurs bus. Donc nous payons l'amortissement, bien sûr, dans le contrat. Et donc nous avons des objectifs de décarbonation et de GNV sur ces cars-là qui sont plutôt du périurbain. Dans ce cadre-là, nous construisons un méthaniseur sur l'usine de la station d'épuration de Pierre-Bénite pour récupérer à partir des eaux d'épuration le méthane. Vous devenez producteur ? Oui, on devient producteur de méthane et pour fournir du méthane pour 250 bus au GNV. Et ça, c'est un investissement lourd de la métropole qui doit avoisiner les 40 millions d'euros et qui devrait aboutir dans les années qui viennent. Je voulais réagir tout à l'heure lors de la présentation de l'étude visionnaire sur le TCO pour les livraisons urbaines. Vous faisiez oui, c'est vrai que le TCO, non ? J'ai dit, en discutant, là, en promenant dans le salon pendant la visite d'inauguration, j'ai discuté avec beaucoup de stands, donc du coup, j'ai pas beaucoup suivi la délégation de l'inauguration. Pas bien. J'ai une inquiétude, et je pense qu'elle est partagée par pas mal de constructeurs, même si elle ne se dit pas obligatoirement publiquement. Puis ça tombe bien, ce matin, j'écoutais la radio et j'ai entendu, ça va vous faire sourire, quelqu'un dont je ne partage pas toujours toutes les analyses, mais là, je partage complètement, qui s'appelle Dominique Seux, des Échos. Moi, je crains que dans 2 ans, au prochain salon Solutrans, on ait beaucoup d'exposants qui viennent de très loin. Et contrairement à ce que j'ai entendu dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a fait depuis 40 ans en Europe, puisque le sujet, c'est quand même l'Europe, on a toujours cru qu'on allait gagner contre la Chine parce qu'on allait exporter, parce que nous, on faisait des produits meilleurs, donc ça allait intéresser les classes moyennes, voire supérieures chinoises, qui devenaient de plus en plus nombreuses. Ça fait 4 fois qu'on a perdu quand même, hein, que ce soit sur le textile, que ce soit sur l'électronique, que ce soit sur les panneaux solaires, etc. Je pense que là, sur la question des véhicules et des véhicules électriques en particulier, il faut que nous ayons des mesures de protectionnisme. Et il faut, là je rejoins complètement madame, que ce soit dans le cadre de l'Europe et uniquement de l'Europe et du protectionnisme envers la Chine, mais pas évidemment entre les États européens. Ça, c'est le premier point. Les constructeurs, eux, ils ont déjà fait beaucoup. Ils font beaucoup. Je pense qu'il faut et certains le font déjà, il faut qu'on passe du véhicule qu'on vend. Les Chinois vont vendre des véhicules très peu chers, c'est évident, au service qu'on vend. Le prix de l'électrique en Europe, c'est l'amortissement du véhicule, c'est la maintenance préventive, c'est l'entretien et c'est le coût de l'énergie. Si on vend un véhicule à un transporteur, un chargeur, enfin tous les logisticiens, qui comprend l'ensemble du service et pas seulement un produit à bas prix, mais qui comprend qu'un véhicule, je pense qu'on peut gagner ce marché si on est aidé par l'Europe en matière de protection. Et là, les énergies décarbonées à long terme, et l'électrique en particulier, mais pas que, bien sûr le mécanique aussi avec les mollets de la cyclo-logistique,
qui est une part importante du salon. Faut pas l'oublier. Je pense qu'on a un TCO qui est vraiment très intéressant et qui, à terme, on le voit, moi je le vois pour les artisans. J'ai un vrai problème de logistique des artisans sur la métropole de Lyon et de décarbonation. Toutes les études montrent que le TCO de l'électrique pour l'artisan est très intéressant et qu'il est bien plus intéressant que celui du diesel. Alors justement, une question, vous parlez du parc propre de la métropole de Lyon, mais comment vous aidez en fait justement ces artisans? Il y a des aides ou pas? Oui, bien sûr. Alors, on a dès le départ... Le bas blesse, c'est quand même le financement. Bien sûr. Dès le départ, et du fait de la mise en place d'une zone à faible émission, je rappelle que l'État, le Parlement a voté la mise en place des zones à faible émission, que le gouvernement a encore décidé, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il devait rester encore une zone à faible émission sur Lyon et sur Paris, donc on est obligé de la mettre en place. Donc on a travaillé avec l'ensemble des professionnels au sein d'une instance de concertation, on les a accompagnés. Alors, la métropole, elle n'accompagne que les petites entreprises. Les grosses entreprises sont passées à la décarbonation sans qu'on les aide. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de camions, des grands logisticiens, des petits camions, des gros camions et des vélos logistiques qui distribuent sur la ville de Lyon de manière décarbonée. Mais en revanche, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les artisans, la logistique des commerçants, c'est un vrai sujet. Donc, la métropole donne des aides à l'acquisition de véhicules, au rétrofit. On a parlé de CRMT tout à l'heure quand on a vu, qui est une entreprise de la région qui rétrofit en gaz et en électrique des véhicules utilitaires. Le rétrofit pour des artisans, c'est quand même très intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de rééquiper tout le véhicule. Et puis, on accompagne aussi autrement que par des aides, notamment en faisant connaître aux artisans, vous savez, les changements de comportement, pour chacun d'entre nous, c'est très difficile. Et donc, on part du principe que changer d'énergie, c'est impossible, ce sera toujours moins bien et toujours plus cher. Et puis, en fait, en testant, en expérimentant, et notamment on a lancé une grande expérimentation en direction des artisans et des petites entreprises récemment, on peut tester pendant 3 mois avec l'aide de la métropole pour voir quelle est la bonne solution qui convient bien au service de l'entreprise, que ce soit pour des déchets, pour de la livraison, pour du lourd, pour du BTP ou pour du carton, etc. etc. Donc c'est des bonnes nouvelles alors. On aimerait bien, et je conclurai là-dessus, que l'État continue aussi d'accompagner cette transition. Il a abandonné pour les particuliers. Du coup, ça ne fonctionne plus pour les particuliers, y compris les aides de la métropole. On n'a pas les mêmes moyens que l'État. Ce serait vraiment dommage s'il reculait sur les professionnels, bien évidemment. Merci Jean-Charles. Rendez-vous aux rencontres de la filière dans un an à Lyon. Très bientôt. Restez un petit peu avec nous. Alors, non, je vous prie de m'excuser. Je vous quitte très tard parce qu'on a pris un peu de retard. Et dans 5 minutes, j'ai une visio avec la préfète et le comité d'orientation. Vous saluerez la préfète de notre part alors. Voilà. Merci en tout cas. Merci et bonne continuation. Merci Jean-Charles. Allez-y. Steph Cornelis, donc je rappelle, vous êtes directeur du programme électrification des flottes et fret routier, donc transport en environnement. TNI donc est une ONG qui, ce n'est pas un secret, vous mettez en avant l'électrique. Vous souhaitiez tout d'abord réagir, je crois, au propos de Christiane Levin. Allez-y, je vous laisse la parole par rapport à ce que disait Christiane Levin tout à l'heure. Yes, first of all, also, thank you very much. Merci infiniment de votre invitation. Pour les constructeurs, bien sûr, il y a différentes difficultés. Nous devons acquérir des camions, des véhicules à basse émission, voire zéro émission. Et nous souhaitons certaines modifications, non pas de modifier les objectifs de CO2. Tout n'est pas mauvais. Si on regarde en Suède, par exemple, ils sont entre 15 et 20% déjà de véhicules et ça peut avancer vite. Deuxièmement, il y a beaucoup d'avancées sur l'infrastructure de recharge, par exemple. Il y a quelques exemptions jusqu'en 2031 pour certains types d'installations. Et toutes ces décisions sont très récentes. Et certains vont entrer en vigueur rapidement à la fin de l'année sur les vignettes, par exemple. Les Pays-Bas vont les mettre en place. Donc, le marché va vite. Donc, maintenant, il faut laisser le temps au marché. Et si on révise
construisent trop vite et trop souvent, il y a des investissements ont été faits, mais c'est vrai aussi pour les énergéticiens. Donc, chacun risque de se mettre dans un attentisme s'il craint trop de changements au niveau réglementaire. Donc, attendons les décrets d'application aussi pour que tout le monde soit en accord. Donc, et on peut voir ultérieurement des modifications en 2027. Solution énergétique, l'électrique. Well, first of all, I mean, Eh bien, tout d'abord, les objectifs sont pour des zéro émission, hein, quels que soient les véhicules. Hein. Je pense que c'est important de choisir des technologies qui peuvent être mises à échelle pour l'industrie. On voit maintenant plein de camions, de nouveaux modèles ici. Donc, si on regarde les biométhane, par exemple, peut couvrir 10% de la demande seulement. En même temps, et les collègues ont dit, les Chinois ne restent pas sans rien faire. 30% de leurs grands camions, les gros poids lourds, sont électriques. Donc, nous avons déjà perdu la course sur les bus électriques et le plus on attend, plus nous serons en retard. Donc, il faut chercher par exemple, les batteries électriques. Christian l'a dit aussi, il est d'accord avec moi. Mais sur l'électricité. Sorry, excuse me? Vous allez jusqu'à dire que les constructeurs de poids lourds ne vont pas assez vite sur l'électrique. Well, we see movement in the... Eh bien, il y a beaucoup de mouvements sur le marché, mais il y a beaucoup de différences entre constructeurs. Regardez Volvo, Renault, qui travaillent assez bien, mais Daimler, 6% des nouveaux camions électriques, d'autres ont 1% seulement. Donc, il y a des grosses différences entre constructeurs, mais cela démontre que c'est possible quand on fait les bonnes décisions d'investissement, qu'on peut avancer plus vite. Les constructeurs ne disent tous qu'ils ont fait des investissements. Néanmoins, bon, il y a des différences. Justement, cette manière, vous me disiez, l'erreur de l'Union européenne, pour revenir sur le thème de l'Europe, et d'imposer des objectifs sans politique de moyens, justement. So you talk about the enabling conditions, right? Yes. Yes. Well, yeah, I think that is a good point, and I think the manufacturers have a... Oui, tout à fait. Les constructeurs le disent. Il faut s'assurer que les TCO d'un camion électrique est moins cher que les diesels. Donc, aussi travailler les côtés demande. Et également, la Commission doit utiliser des mécanismes de financement pour inciter, y compris la France, à faire mieux. Et côté demande, il y a donc des objectifs d'acquisition pour les opérateurs. Nous ne sommes pas d'accord sur ces obligations au niveau des transporteurs, mais pas sur les opérateurs, mais faire peser ce poids des acquisitions sur les clients. Et la Commission doit rester ferme. Si les États membres ne mettent pas en place les réglementations, il faut infliger des pénalités. Donc, c'est très important que la Commission suit de très près et agit rapidement. Merci en tout cas, puis on vous retrouvera juste à la fin de cette plénière pour les questions à Jean-Louis Colson, qui est impatient d'avoir les dernières questions. Merci Steph, je vous propose de rejoindre. Merci. Alors je vous propose donc de terminer cette plénière avec, bon, je serais tenté de dire les principaux concernés par cette décarbonation.
c'est donc les acteurs, principaux acteurs de la filière, c'est donc sur le terrain les entreprises de transport. Et je vous propose donc d'accueillir, pour refermer cette plénière, en fait, les trois fédérations françaises de transport routier et également fédération belge et puis le UTR également. Et je propose donc pour venir nous rejoindre Éric Rabouin, président de la FNTR Pays de la Loire, membre de la commission Europe et internationale FNTR, Anne Molitor, responsable aux affaires européennes au TRE, on peut les applaudir, Stéphanie Bargas, déléguée aux affaires européennes de l'Union TLF, à Marco Di Giola, secrétaire général de l'UTR, qui représente les micro-entreprises en Europe et au-delà de l'Europe d'ailleurs, et Michael Reul, secrétaire général de l'UTR, la fédération belge, et on va voir la différence et les rapprochements également avec la France, puisque c'est deux pays de transit. Je vais commencer par vous, Éric. Je vous prenais un petit micro. Éric, bonjour. Donc Éric Rabouin de la FNTR. Vous êtes avant tout président de la FNTR Pays de la Loire. Vous êtes là en tant que membre de la commission Europe et internationale donc de la fédération, la FNTR. La FNTR qui a été la première d'ailleurs à avoir une représentation, même un bureau aujourd'hui donc à Bruxelles. C'est des échanges déjà depuis plusieurs années avec notamment la Commission européenne. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas combien on a de temps. Allez-y, allez-y. Voilà. Commencez déjà. Oui, tout à fait. Ça fait très longtemps que la FNTR est présent à Bruxelles et discute avec ses homologues belges, allemands, avec les rues. On sait que beaucoup de choses se passent là, donc c'est important de faire parler. D'être présent. Tout à fait. Alors, vous allez droit au but. Vous considérez, alors n'oublions pas que vous êtes en région, hein, transporteur. Concernant le mix énergétique, vous considérez que les transporteurs n'ont pas été entendus du tout à Bruxelles. C'est assez catégorique. Je dirais pas ça comme ça. C'est pas qu'on n'a pas été entendu à Bruxelles. C'est ce que vous m'avez dit. Il y a une trajectoire qui est donnée, qui a été choisie en fait. Et à un moment donné, nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est en effet, ok, on veut bien cette trajectoire. Et ça a été dit tout à l'heure, là. On pourrait croire qu'on est avec les écologistes, c'est bien au contraire. Vous êtes pour d'ailleurs, c'est ça. On ne nous donne pas les moyens. Donc à un moment donné, les objectifs c'est bien, mais si on n'a pas les moyens de le faire, notamment parler de bornes de recharge, capacité de charge du réseau, ça c'est une catastrophe, on ne le dit pas assez. Souvent mis comme un point d'attention par certains politiques. C'est pas un point d'attention, c'est une réalité. Aujourd'hui, certains transporteurs, certains industriels veulent amener des bornes de recharge. On leur dit que c'est pas possible, ou il faut un an et demi, et il faut transformer, notamment amener des transformateurs. Ça coûte très cher. Alors un autre volet du transport routier, on l'oublie également, c'est tout ce qui est véhicules, les VUL. Hein. On en a ici en exposition. Vous intervenez aussi sur le paquet social. Vous avez mis en place un groupe de travail sur les VUL, un travail qui débouche sur l'introduction d'un cadre réglementaire pour le TACI, on le sait, pour juillet 2026. Pareil, on oubliait un petit peu le transport léger. C'est important, en effet, de prendre ça en compte. On a vu depuis de nombreuses années arriver beaucoup de VUL, notamment d'autres pays en France. Et à un moment donné, on s'est dit, si on essaye d'interdire notamment le poids lourd, qu'on l'interdise en ville ou ailleurs, à un moment donné, il y a des contournements qui sont trouvés. Et le VUL est là pour ça. Donc c'est important de ne pas l'oublier, ne serait-ce que de l'encadrer et de l'inclure dans les politiques. Alors d'une façon générale, vous tirez la sonnette d'alarme concernant le budget de l'Union européenne qui va être voté pour donc, on va dire la période 2028-2034. Vous prévenez surtout ne pas oublier les transporteurs. Oui, tout à fait. Il y a des projets importants qui vont se passer. Et ce qu'on a entendu, nous, à la FNTR Europe, c'est qu'il y a de gros moyens qui vont être donnés pour la transition. Mais on se pose la question du fléchage vers les entreprises, notamment de transport. Donc, en tant que ces moyens vont être donnés au pays, et après, charge à eux de répartir ces moyens comme ils veulent. Là, avec tout ce que j'entends, ça fait énormément peur, parce qu'on se dit que ça va partir à droite à gauche, mais au final, on ne va pas aller vers justement tous ces moyens dont on a besoin pour pouvoir aller là. Il faut bien dire que, je parle au nom de la FNTR, mais aussi au nom de tous les transporteurs, on n'est pas vacciné au gasoil. Là, c'est quelque chose. Alors,
franchement, les gens se disent à un moment donné, oui, les transporteurs, ils polluent. Mais nous, ça ne nous intéresse pas de polluer. Nous, ça nous intéresse de faire notre métier. Notre métier, c'est de servir tout le monde. Hein, je rappelle que 90% de tout ce que vous avez, tout ce que vous consommez, passera par un camion. C'était dit, hein, c'est le mode premier, on ne pourra pas aller sans. Et restera. Voilà. Anne Molitor, donc, je le disais, l'ETRE est désormais présente à Bruxelles. Et pour rappel, alors, c'est l'actualité, Alexis Giberg a été nommé président de l'UTR, représentant les PME du transport. Son secrétaire général, donc Marco Digia, est là avec nous, on l'écouterons dans un instant. Il était important également que, on va dire, l'ETRE, les PME, parce que vous représentez principalement les PME françaises, soient présents à Bruxelles. Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être tous ici. Je représente l'ETRE c'est 3600 PME et TPE du secteur routier, tant de marchandises que de voyageurs. Et nous avons, comme mon homologue de la FNTR, un bureau à Bruxelles également pour présenter leurs intérêts. Sachant que les petites et moyennes entreprises font partie de la majorité des entreprises de transport en France. Je crois que c'est 72% sur les 38 000. Vous vouliez revenir sur le paquet mobilité, plus précisément sur son application. On parlait des applications justement des lois, notamment européennes. Les contrôles manquent, vous allez jusqu'à même vouloir revoir la formation des contrôleurs, hein, c'est ça, hein. Alors oui, on a quelques propositions. Monsieur Colson reparlait du paquet mobilité 1 tout à l'heure. C'est un paquet de textes qui a été voté en 2020, pour rappel. Et en effet, il y a des très belles choses dedans pour le transport routier et son avenir, notamment des nouvelles règles de cabotage, l'obligation des tachygraphes intelligents dans les camions. Pour autant, on constate sur les territoires que les contrôles manquent. Il y a toujours une volonté de lutter contre le cabotage illégal. Pour ça, peut-être 3 propositions via des moyens humains et des moyens technologiques. Des moyens humains, pourquoi ? Premièrement, des formations via la délivrance d'un certificat européen harmonisé qui permettrait de prouver que les contrôleurs ont été formés et connaissent bien ces enjeux, tant au niveau des sanctions que des pénalités. Et aussi peut-être un point sur, en France, comment ça se passe. On a 400 contrôleurs terrestres réel régional, que vous connaissez peut-être. C'est trop peu, 400, le chiffre parle de lui-même. Pourquoi pas également former nos 7500 gendarmes des ESDR, qui sont les escadrons départementaux de sécurité routière, pour venir renforcer ces contrôles et les rendre effectifs. Et des moyens technologiques, pour faire rapide, la numérisation et la digitalisation, dont certains de vous ont déjà parlé et qu'on abordera peut-être un peu plus en détail, permettrait de gagner beaucoup de temps pour nos TPE-PME et peut-être d'éviter quelques fraudes. Alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais bon, le temps presse, on va essayer un peu plus vite, je suis vraiment désolé. Stéphanie Vargas, alors on a la chance d'avoir, je pense c'est unique, pas à travers le monde, mais presque, on a 3 quand même fédérations de transport routier en France. Donc Stéphanie Vargas, vous êtes donc de l'Union TLF, vous êtes également présent donc maintenant à Bruxelles. Alors on va revenir sur l'ETS2, même si ça a été repoussé d'1 an, on en parlait également il y a un instant, vous préférez rester vigilant? Tout à fait, et bonjour à tous. En effet, TLF représente 2000 entreprises tout le long de la chaîne des transports et de la logistique. Et c'est pour ça que nous restons vigilants par rapport à l'ETS, même si ça s'était déplacé d'1 an, parce que ceci va refaire les cadres dans lesquels nos entreprises vont travailler. Et c'est justement ces cadres qui doivent rester un signal prix tout à fait prévisible, qui va donner la capacité à nos transporteurs en France de rester compétitifs par rapport à la concurrence mondiale, parce que nous, on voit que la marchandise qui arrive je pense, à l'Afrique en bateau et à Marseille et qui ensuite est acheminée par un camion vers le nord, pourrait tout à fait faire ces mêmes trajets par un autre moyen. Et pour contourner ou en tout cas essayer de faire des bords sur les transports en France. Donc nous restons vigilants. On voit bien que les marchés carbone fonctionnent, mais sur la base d'un cadre clair, visible, et que ces recettes, comme ça a été évoqué, soient bien fléchées vers l'infrastructure et vers les transports et notre secteur. Alors on le sait, le TLF représente non seulement
c'est aussi justement la joie d'avoir 3 fédérations différentes. TLF représente également les entreprises de transport et également la logistique. Sur le volet transition énergétique, vous estimez que les normes et les objectifs devraient concerner toute la chaîne logistique. C'est une évidence, notamment les entrepôts logistiques, toute la chaîne, hein, c'est ça. Tout à fait. Pour nous, c'est important la valeur ajoutée de notre diversité des adhérents nous permet de vraiment voir les impacts d'une décision qui s'applique sur le transport routier, sur toute la chaîne de la valeur. Et c'est vraiment ça pour c'est quoi on veut travailler. On veut rappeler les pouvoirs publics, savoir que les transports n'est pas qu'une filière isolée, c'est une multiplicité de filières qui travaillent ensemble, qui amènent la marchandise aux magasins et aux industries, aux citoyens. Donc la marchandise qui a passé par un camion routier, en effet, c'est entreposé quelque part, est venu par avion, et tout ça doit être coordonné, et les pouvoirs publics européens doivent prendre en compte cela quand il fait des réflexions là-dessus. Quand on parle, seulement pour finir, intermodalité ou report modal par exemple, c'est une vraie ambition de l'Europe de faire du report modal, mais on se retrouve, on a vu avec grande surprise, et c'est certainement la question que je poserai à M. Colson, et le retrait de la directive transport combiné, qui, dans le cadre, les définitions nécessaires pour qu'on puisse faire du report modal, pour qu'on puisse faciliter et donner plus de possibilités aux entreprises qui souhaitent diversifier leur modalité de transport. Si cette directive a été retirée, comment on va semer les bases du cadre réglementaire qui va donner le futur et va permettre d'atteindre ces objectifs de report modal? On posera la question tout à l'heure, vous posez la question à Jean-Luc Colson. On va donc passer à Marco Di donc, qui représente l'UITR, c'est les micro-entreprises en Europe. Bonjour Marco. Il y a un thème que vous vouliez aborder, c'était la sous-traitance qui concerne justement les micro-entreprises. Oui, bonjour à tous. Et l'UITR, c'est l'Union européenne de transporteurs routiers basée à Bruxelles. Nous représentons les TP, les de transport. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est d'une importance capitale, la coopération, la transition écologique, mais pas seulement ça. À Bruxelles, nous voyons que le secteur du transport routier, mais aussi de la logistique, est confronté à des défis majeurs, en fait. La pénurie de chauffeurs, nous avons mentionné la transition écologique, la qualité du transport, le respect des règles, la concurrence loyale, c'est vraiment très important. Mais en fait, l'opération, en fait, la manière dont elle se concrétise soulève déjà le thème de la filière ici. En fait, comme on dit, nul est une île. Non? Et pour les transports routiers, c'est pareil, en fait. Et on parlait d'aide aux acquisitions, notamment pour les micro-entreprises. Il y a trop peu d'aide, justement, et encore plus pour les micro-entreprises. Plus la taille des entreprises, en fait, est petite, moins il y a d'aide, en fait. Mais oui, en fait, en ce qui concerne les micro-entreprises, il faut bien parler de la sous-traitance. Et la sous-traitance per se, c'est un phénomène positif. Qui a aidé à donner beaucoup d'efficacité au secteur, qui a aidé à ouvrir les marchés, surtout pour les très petites entreprises qui ont moins de visibilité et moins de negotiation power vis-à-vis aux grandes entreprises. Donc, c'est un phénomène positif, mais quand même, il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter. En ce qui concerne la réponse, la solution aux défis majeurs que nous avons mentionnés aujourd'hui, l'approche filière, à notre avis, la seule approche gagnante, en fait. Par exemple, pour la transition écologique, malheureusement, les micro-entreprises en Europe, très souvent, ont des marges très bas. Par contre, il y a des coûts d'exploitation croissants. Donc, le gasoil, l'assurance, les péages, etc. Donc, par exemple, on est de la liquidité au sein de la chaîne de transport qui, malheureusement, parfois très longue, pas trop transparent. Parfois, il y a des éléments d'opacité. VD, il y a de bonnes pratiques à s'inspirer, notamment ici en France. Il y a par exemple l'action directe qui permet aux sous-traitants
d'obtenir les paiements, même s'il n'y a pas un contrat direct avec le donneur d'ordre. Et ça, pareil en Espagne, en Italie. Donc, pourquoi pas mener une réflexion au niveau européen pour voir si on peut introduire un instrument juridique pareil au niveau européen. Peut-être réfléchir sur des bases de données ou des références tarifaires. Je vais clarifier ça. On ne va pas trop rentrer dans le détail, allez-y. Michael Reul, donc vous êtes secrétaire général du PTR, donc la fédération belge. Alors ce qui était intéressant de vous accueillir, en tout cas de vous inviter, c'était que vous représentez les entreprises de transport belges. La Belgique, c'est un pays de transit comme la France, sauf qu'il y a une approche différente des réglementations comme le 44 tonnes, le dossier, on va dire, historique entre la France et la Belgique. Effectivement, je te confirme que c'est un pays de transit. On a 140 000 camions tous les jours qui transitent en Belgique. Les 55% sont des camions étrangers. Donc je pense qu'il y a quand même de grandes nuances avec la France. J'ai quand même salué que les 3 fédérations françaises aient un bureau à Bruxelles. Le climat il est rude. Pas de bureau commun pour l'instant. Les Français s'améliorent à Bruxelles. Ils bonifient à Bruxelles. Jean-Louis Colson en est un excellent exemple. Et donc, bienvenue place Schuman, où personne n'a oublié l'action dynamique des différents commissaires français. Vous êtes toujours meilleurs à Bruxelles qu'à Paris. Donc, soulignons-le. Et puis, j'ai perdu le fil de l'aiguille. Oui, Michael, allons vite. Nous sommes, la Belgique, c'est 10 millions d'habitants. C'est 3 langues. Et c'est donc une vision, et je suis très heureux de venir ici, c'est une vision tout à fait différente de l'Europe, de ce qu'on peut entendre ici. Nous sommes au cœur de l'Europe. La moitié de la population belge est à moins de 50 km d'une frontière. Et donc l'Europe, pour nous, c'est véritablement vivant depuis toujours. Et donc quand il y a des dossiers qui bloquent depuis 12 ans, comme le passage transfrontalier à 44 tonnes, quand j'entends qu'en France, on parle plus des éco-combis, les véhicules longs et larges, on en parle plus à Paris qu'à Bruxelles, il y a 1000 camions de ce type qui roulent aux Pays-Bas sans que ça fasse le moindre problème, on se dit... Pourquoi systématiquement, c'est peut-être l'approche belge, même si les problèmes que j'entends sont exactement les mêmes pour les transporteurs, qu'ils soient italiens, français. On dit méga camion en Belgique aussi? Il y en a une centaine en Belgique. Non, on dit méga camion? On dit pas méga camion parce que c'est. On dit quoi? On préfère éco-combi, c'est un peu de greenwashing. Mais c'est quand même 20% d'économie pour les marchandises qui sont transportées. Et c'est surtout chauffeurs plutôt que 6. On parle évidemment aujourd'hui d'environnement, de décarbonation. Il y a cette histoire de pénurie de chauffeurs qui va aller de manière exponentielle. C'est un problème européen, tout le monde y est concerné. Donc c'est une solution, c'était un quick win pour réduire les émissions de CO2. Et j'ai envie de dire, on est passé à côté. Le 44 tonnes, c'est un autre exemple. Je ne sais pas où on en est. C'est une question pour Jean-Louis Colson. C'est un acte manqué. Le vote de la révision de la directive poids et dimension est devenu urgent? Il est urgent depuis 12 ans à nos yeux. C'est autant de tonnes CO2 qu'on a balancées dans l'atmosphère qu'on aurait pu éviter tellement facilement. Tellement facilement. Donc j'entends ici, et ce sera ma conclusion, il va être difficile pour nous en tant que fédération de dire à nos adhérents achetez un véhicule électrique, investissez dans l'hydrogène, réfléchissez au biogaz. Jusqu'à présent, c'était simple. Diesel. Nos PME vont devoir faire des choix cruciaux dans un environnement juridique, dans un environnement économique particulièrement instable. Et j'en termine en disant que j'en fais pas le reproche à la Commission européenne, parce qu'on parle beaucoup d'Europe. L'Europe, c'est 3 piliers. La Commission qui fait des propositions, le Parlement qui débat, et puis, malheureusement, à mes yeux, une trop grande prépondérance des États, l'État français en l'occurrence, l'État français également, qui au final, bien souvent, sabote, j'ose le terme, le travail de la Commission et des parlementaires que, rappelons-le, nous avons élus. Je trouve ça dommage. Merci Michael pour cette concision en tout cas des propos. Messieurs, dames, je suis désolé de faire rapide parce que la SIAM a sa conférence après, on va faire vite. Je vous demande de rejoindre vos places et je demandais à Jean-Louis Colson de venir me rejoindre. On va faire, je pense, 1 ou 2 questions puisque le temps presse et je vous remercie une nouvelle fois. On accueille de nouveau donc Jean-Louis Colson. Allez. Alors malheureusement, on ne pourra pas demander à tout le monde de poser une question aujourd'hui. En tout cas, par rapport à nos interlocuteurs, nos intervenants. Jean-Louis, je vous propose de prendre le micro. Ça fait un peu tribunal. Ça va être question-réponse. Bon, c'était le but, c'était quand même aujourd'hui en tout cas la plénière, le thème, c'était les échanges entre donc la Commission européenne et les acteurs de la filière. Un petit mot peut-être par rapport à tout ce que vous avez entendu.
Non, rien ne m'a surpris. Vous les connaissez déjà. Entendre m'a surpris. Alors on va peut-être commencer, on va faire 2 ou 3 questions pour faire vite. Je vais demander à Raluca peut-être, on va vous passer un micro. Alors attendez, on va improviser. Allez-y, venez sur scène, allez, comme ça. Vous avez une question, je crois, à poser d'une façon générale sur le système. Eh bien, on a beaucoup parlé de décarbonation et aussi sur les Mobility Package 1, mais il y a un autre sujet qui est très important dont on n'a pas parlé, et c'est la numérisation. Et des documents ont été publiés avec des objectifs pour des cabines sans papier. Donc, c'est la digitalisation, la numérisation dans le transport. Mais il nous faut un plan plus compréhensif. Comment faire d'ici 2030, 0 papier dans les cabines. C'est une question excellente et c'est peut-être à mon avis le point le plus important des années qui viennent. On a besoin de la digitalisation dans les transports routiers, non seulement parce que ça va faciliter de manière directe le travail des opérateurs, mais aussi parce que ça peut avoir un impact fondamental sur le contrôle. C'est-à-dire permettre un contrôle plus rapide, donc là aussi faciliter les opérateurs, mais qui soit plus égal dans les différents États membres. Pour l'instant, on le sait tous, le contrôle n'est pas fait de la même manière dans tous les États membres de l'Union européenne. C'est un très gros problème. Et troisièmement, parce que ça permettra aussi de focaliser le contrôle sur les mauvais. Avec l'intelligence artificielle, on peut à ce moment-là avoir des méthodes qui permettent aux contrôleurs de focaliser leur travail sur ceux qui sont susceptibles de ne pas être en règle et de laisser, par conséquent, le passage, de laisser circuler sans encombre les autres opérateurs. Donc c'est sans aucun doute un chantier qui est extrêmement important. Alors, ça n'est pas un chantier facile. Pourquoi ça n'est pas un chantier facile? Parce que la mise en œuvre des règles au niveau européen, et en particulier le contrôle, elle est laissée dans les textes aux États membres. Et par conséquent, il faut en quelque sorte, entre guillemets, empiéter là-dessus. Et ce n'est pas nécessairement simple. Ensuite, deuxième difficulté, c'est que dans un domaine comme celui-là, ce n'est pas uniquement le droit qui compte. Une fois qu'on a fait la loi, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut que les systèmes informatiques, tant au niveau européen qu'au niveau national, fonctionnent. Et ça, c'est aussi un grand travail. Alors, je crois qu'on va le faire. Mais on va le faire probablement de manière plus progressive et petit à petit. Et je dois dire, c'est pas vraiment un scoop, mais que dans le prochain comité transport routier, on va demander aux États membres déjà leurs premières idées par rapport à 4 éléments de digitalisation. Et on va voir comment les États membres, dans le contexte de ce comité, réagissent. Et si la réaction est positive, alors pourquoi pas commencer à construire quelque chose sur cette base et éventuellement aller plus loin. Alors malheureusement, on est pris par le temps. Je vais faire un peu au hasard parce qu'on n'a pas trop le temps malheureusement. J'ai demandé à Anne Molitor de l'ETRE de venir me rejoindre pour une question à vous poser sur le verdissement des flottes d'entreprises. Je suis désolé pour les autres intervenants, on n'a pas le temps parce que la SIAM s'impatiente et c'est normal. Anne, la question. Je fais très vite. Alors oui, vous préparez à la Commission un règlement qui doit sortir mi-décembre, si mes sources sont bonnes. Qui prévoit d'inclure, c'est sur l'incorporation des véhicules zéro émission dans les flottes d'entreprises. 2 questions en une rapide. La première, c'est qu'est-ce qu'on entend par zéro émission? Est-ce que ça intégrera les carburants alternatifs autres que le H2 et l'élec? On a vu l'étude de la FFC tout à l'heure. Et la deuxième, c'est est-ce que ça sera, au lieu d'être punitif, on pourrait faire quelque chose d'incitatif en évitant des systèmes de quotas?
Alors, je ne vais pas répondre de manière directe à cette question, parce que je ne connais pas la réponse. Et je ne suis même pas certain qu'il y ait une personne qui la connaisse d'une manière précise au sein de la Commission. Comme je l'ai dit, il y a une volonté de faire une proposition. Une proposition va être faite, mais je crois qu'on sait parfaitement quelles sont les réticences et qu'on va essayer de faire quelque chose qui soit acceptable pour tout le monde. Bon, l'idée la deuxième idée que vous donniez est sans doute une idée intéressante, de ne pas faire du punitif, mais plutôt, c'est peut-être ceci qui pourrait être finalement adopté. Mais pour l'instant, les positions sont très diverses, très diverses, aussi les positions des différentes parties prenantes, et une décision finale n'a pas encore été prise. Merci. Donc désolé pour les autres intervenants. J'ai quand même demandé à une dernière personne de venir pour une dernière question. Ça permettra de faire une liaison avec la conférence de la SIAM après. J'ai demandé à Tina de venir me rejoindre pour une question. Je ne sais pas où est Tina. Ah bah, pardon, Tina. Je croyais. Pour la partie constructeur, voilà. Et pour m'excuser pour le retard. Compléter les propos de tout à l'heure, ma question c'est est-ce que vous prenez conscience de l'urgence d'unifier les 27 politiques autour des transitions au sein de l'Union européenne? Les directives européennes ou les règlements européens, normalement, ils visent à uniformiser. Quand on va trop loin, les États membres nous disent « vous ne tenez pas compte suffisamment des particularités nationales, voire régionales ou locales ». Et lorsque on laisse certaines options, alors on nous dit vous ne permettez pas au marché intérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de pleinement se réaliser. Alors, bon, je crois qu'il faut un certain équilibre. Ce que vous avez dit tout à l'heure, en tout cas, à mon avis, c'est très important. Il ne faut pas surréglementer. Lorsque l'on voit que parfois, au niveau national, on a l'addition de normes par rapport au niveau européen, ça n'a pas effectivement grand sens. Là, je vous suis tout à fait. Par contre, il est sans doute nécessaire, dans certains domaines parfois, de laisser une marge de manœuvre aux États membres, même si à mon sens, pour reprendre un exemple actuel, dans le domaine des poids et dimensions, l'approche générale qui va être adoptée par le Conseil ne va pas du tout dans la bonne direction sur cet aspect. Merci. En tout cas, au nom de la FFC, merci beaucoup pour cette plénière et donc la suite de Solutrans avec le début des conférences demain matin, notamment sur l'hydrogène avec France Hydrogène en début de matinée. Atina, je crois qu'il y a une suite éventuellement avec la conférence SIAM. Merci à tous et on peut applaudir tous les intervenants. Merci à tous.